Au sommaire de cette édition religion, les lampions se sont éteints sur la 7e édition de la Cérose ce jeudi à Abidjan. Actualité internationale, Libéria, Médecins sans frontières distribue des traitements contre le paludisme. Toujours Ebola, diminution des nouveaux cas au Libéria selon l'Organisation mondiale de la santé. Au sport, Afrique du Sud rend hommage à ces 3 sportifs disparus. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons par la religion, la Cérose, l'apothéose de la 7e édition de la Cérose ce jeudi à Abidjan. L'invité principal, le docteur Hachi Molowo, a donné un enseignement sur les motivations pour atteindre ses objectifs et arriver au sommet. L'homme de Dieu a utilisé l'image d'un paralytique dans le livre de Marc chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Rappelons que la 7e édition avait pour thème « Va au-delà de tes limites », dimension d'extension, un moment fort enrichissant qui a permis à plusieurs personnes de donner leur vie au Seigneur. Suivons le reportage de Inès Kounyombali. 72 heures d'écoute de la parole de Dieu par un canal puissamment utilisé par l'Éternel, le docteur Mathius Hachi Molowo de KICC Londres. Allant du mardi 28 octobre à jeudi 30 octobre 2014, l'Éternel a parlé par des messages de révélation qui révèlent le champion endormi et met en place la détermination et le vouloir arriver au sommet. Ce jeudi 30 octobre 2014, jour d'apothéose de la 7e édition de la Cérose, c'est le palais des sports de Trècheville qui a entendu la voix des ministres de Dieu qui a 40 ans de ministère, mentor de la révérende Monéjane Raïssa, initiatrice du programme. Au soir de fermer les portes de la Cérose, 7e édition, dimension d'extension, le docteur Mathius Hachi Molowo, orateur principal, a donné une adresse en présentant l'image du paralytique dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand cet homme est arrivé, on l'a emmené sur un lit. Maintenant Jésus lui dit, prends ton lit et rentre chez toi. Pendant longtemps après avoir lu ce passage, je disais toujours, Jésus, je ne te comprends pas. Pourquoi tu ne lui permets pas de seulement laisser ce vieux lit sale derrière et de lui seulement lui dire rentre chez toi? Mais le Seigneur m'a parlé. Il a dit non. Il ne faut pas qu'il le laisse en arrière. Parce que c'est une petite ville. Tout le monde le connaissait. Tout le monde savait qu'il était sur ce lit. Mais il transporte ce lit. Où il va. Mais c'est pas toi ce temps. C'est pas toi ce temps. On te transportait sur un lit. C'est maintenant toi qui transportes le lit. Ce qui était votre honte. Ce qui vous embarrassait. Les oreilles ont entendu les décisions d'apporter un renouvellement dans leur vie en allant au sommet. Plus d'une centaine de personnes ont donné leur vie au Seigneur et l'homme de Dieu a prié pour eux. D'autres ont reçu des révélations de la percée de leur destinée et le changement de leur vie. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Attirer aussi la faveur en apportant des offrandes de foi, c'est encore meilleur. Et cela s'est effectué par plusieurs personnes à ce jour d'apothéose. Le son de la musique était au rendez-vous. Les chantres ont apporté leur touche de gaieté, sans oublier le groupe musical de la Mérose, Mission évangélique Le Rocher des Ciels. Enfants de Dieu, ministres de l'Éternel, allez au-delà de vos limites avec une dimension d'extension dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dira donc au revoir à la 7e édition de la Cérose et à l'année prochaine dans une autre grande dimension. Écoutons à présent les différentes réactions après cette belle cérémonie. Pour une première édition, je veux bénir le Seigneur pour la vie de la révérende. Ça a été une réussite totale. Et l'orateur, l'homme de Dieu, le révérend Hachi Molowo, a été à la hauteur de ces messages. Nous avons été bénis et nous bénissons la Côte d'Ivoire, nous bénissons l'œuvre de Dieu, nous bénissons tous les hommes de Dieu. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié en Côte d'Ivoire. J'ai passé un très bon moment
impressionnant, une impactation dans l'atmosphère spirituelle de notre nation, mais aussi pour tous les pasteurs. L'école de ministère a été un temps formidable de changement de mentalité, de compréhension de nouvelles choses et de nouvelles capacités que nous avons reçues. Nous voulons bénir Dieu pour ce programme, bénir Dieu pour Maman Monet, bénir Dieu pour tous les organisateurs, bénir Dieu pour l'orateur qui a visité notre nation. Nous restons toujours en religion, parlons cette fois-ci du Centre international du plan d'évangile dirigé par le bishop Olivier Bonny qui a sa 4e convention avec pour thème « Ainsi parle l'Éternel ». Et suivons à présent le reportage d'Irène Bailly. Levé de rideau ce mardi 28 octobre pour la 4e convention du Centre international du plein évangile SIPE. Ainsi parle l'Éternel, thème retenu cette année sera abordé tout au long de ce rassemblement par plusieurs orateurs, dont le prophète John Venice venu du Ghana. Pour ce premier jour, le bishop Olivier Bonny, pasteur hôte, a fait une introduction afin d'aider le peuple de Dieu à comprendre tous les contours du thème et à se laisser guider par l'Esprit. L'homme de Dieu, à partir du livre de 2 Rois, le chapitre 3 au verset 15 à 19, a révélé plusieurs mystères des Écritures. Il a montré la nuance entre la parole prophétique et l'esprit prophétique. SIPE, Convention internationale 2014, continue et prend fin le dimanche 2 novembre 2014 au soir par un dîner gala ouvert aux couples et aux prétendants au mariage. Ça se fera à la salle de conférence de la Caisse de stabilisation au Plateau à Abidjan, Côte d'Ivoire. Actualité internationale à présent, au Libéria, chaque année le paludisme fait beaucoup de victimes. Cette pathologie est une endémie, mais avec l'épidémie du virus Ebola, il est devenu très difficile de se faire soigner. Face à cela, Médecins sans frontières a lancé à Monrovia, au Libéria, une distribution de traitements contre le paludisme. « 300 000 personnes vont recevoir des moustiquaires et des médicaments contre le palu. Ça va évidemment les protéger contre le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants, mais également éviter qu'ils aillent dans des centres de santé, puisque c'est les mêmes symptômes, le palu qu'Ebola, de la fièvre, des crampes musculaires. Donc ils iraient dans des centres de santé en risquant de s'infecter. En Mozambique à présent, Felipe Nyusi, ministre de la Défense du Mozambique depuis 2008 et candidat du parti Frelimo au pouvoir depuis maintenant 39 ans, a été élu président pour 5 ans. Les résultats sont frauduleux. La Renamo est la vraie gagnante des élections. Nous allons nous plaindre parce que nous savons que le peuple a voté pour la Renamo. Depuis le début, ces élections n'ont pas été pacifiques. Même la façon dont le matériel électoral a été envoyé à l'étranger n'a pas été transparente. L'armée égyptienne a commencé depuis le mardi dernier, 28 octobre 2014, à établir une zone tampon pour sécuriser sa frontière avec la bande de Gaza après l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à 30 militaires le vendredi dernier. Une opération qui implique ainsi l'évacuation de tous les habitants dans cette zone, principalement des Bédouins. Des bâtiments effacés du paysage. L'Égypte a donné le premier coup de pioche de la zone tampon qu'elle veut instaurer à la frontière de la bande de Gaza. Quelques jours après l'attentat sanglant contre un barrage militaire, le Caire accélère les travaux. En plus d'une zone de 500 mètres de large, des tunnels clandestins menant à Gaza et quelques 800 habitations vont être détruits. Des dizaines de familles ont dû quitter ce quartier.
Nous entendons des explosions chaque jour près de la frontière, explique ce résident. Ils évacuent les gens qui habitent de ce côté. Ils essayent de créer une zone à part. 33 membres des forces de sécurité égyptiennes ont été tués vendredi dernier dans 2 attaques distinctes. Les attentats se sont multipliés depuis la destitution de Mohamed Morsi et la répression consécutive de ses partisans qui avaient fait plus de 1400 morts. En Tunisie, le parti Nouda Tounes, parti laïque né en 2012, est arrivé en tête des élections législatives tunisiennes avec 85 sièges. Au total, il devance ainsi le parti islamiste Ennahda qui avait remporté le scrutin en 2011, qui obtient cette année seulement 69 sièges. Cependant, plusieurs étapes restent encore à franchir. C'est officiel, Nouda Tounes est le gagnant des législatives de dimanche en Tunisie. Le principal parti anti-islamiste, qui a rassemblé des personnalités hétéroclites, des opposants de tous bords au cacique du régime déchu de Ben Ali, remporte 85 des 217 sièges de l'Assemblée nationale. Pour avoir une majorité de sièges, soit 109, Nouda Tounes doit ainsi former une coalition. En amont du scrutin, son chef de file, Kaïd Essebsi, s'était dit enclin à gouverner avec les autres. Les autres, c'est-à-dire Ennahda, arrivé deuxième avec 69 sièges au Parlement, et qui, bon joueur, avait appelé lundi ses partisans à fêter la démocratie. Les tractations visant à former un nouveau gouvernement pourraient toutefois se faire attendre. Dans moins d'un mois aura lieu l'élection présidentielle pour laquelle le favori est Kaïd Essebsi, le patron de Nouda Tounes. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré le mercredi dernier que l'enquête sur l'assassinat des 2 journalistes français de la radio RFI en novembre 2013 au Mali était dans une phase décisive et que cette mort ne resterait pas impunie. Dimanche prochain, ça fera exactement 1 an que les 2 journalistes ont été assassinés. Vous vous rappelez comme moi l'émotion que cela avait soulevée à l'époque, à la fois compte tenu de leur personnalité, c'était des journalistes appréciés de tous, et du fait qu'ils étaient des journalistes. L'enquête est entrée dans une phase tout à fait décisive. Les juges, c'est notre bon espoir, devraient pouvoir obtenir rapidement tous les éléments susceptibles d'arrêter les coupables. Les accords d'Alger qui sont en train d'être discutés entre Bamako et les groupes du Nord devraient faciliter, chacun le comprend, l'avancée de l'enquête. L'espoir très ferme est là, que notre détermination est sans faille aux côtés des familles et des journalistes de RFI. Je le disais l'année dernière, mais je le dis aujourd'hui avec plus de certitude, l'assassinat de Guylaine Dupont et de Claude Verlon ne restera pas impuni. Le président zambien Michael Sata est décédé le mardi dernier à 77 ans à Londres, succombant ainsi à la maladie qui le tenait largement à l'écart de la scène publique et alimentait une féroce bataille de succession à la tête de son pays, grand producteur de cuivre. Qu'est-ce qui vous rend si triste ? Qu'il soit mort car c'était un homme bien. Pour moi, c'était un homme bien. Je l'aimais beaucoup et c'est toujours le cas. C'est comme mon grand-père. On ne s'attendait pas à ce qu'il meure si subitement, comme ça. Il était censé terminer sa mandature. Quand on voit tous les efforts qu'il a déployés pour devenir président, c'est vraiment choquant. Son Excellence Michael Sata nous a quittés à un moment où les Zambiens, notamment les travailleurs, avaient le plus besoin de lui. Donc c'est une terrible perte. Parlons à présent du virus Ebola. Le nombre de nouveaux cas de fièvre à Ebola a diminué au Libéria, le pays le plus touché par cette épidémie. Mais il est prématuré encore d'affirmer que la maladie recule, a souligné le mercredi dernier 29 octobre 2014 l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de nouveaux cas déclarés au Libéria est en train de diminuer. Et le gouvernement est en train de faire une enquête poussée en analysant les preuves pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'exagération des médias ou du personnel soignant sur la question. Toujours la lutte contre le virus Ebola. Pour lutter contre la propagation de ce virus au Libéria, le programme alimentaire mondial distribue ainsi de la nourriture afin que la population ne se rende pas dans les commerces et aussi les marchés.
Dans une zone comme celle-ci où il y a un fort taux d'infection, nous voulons que les gens restent le plus près possible de chez eux, afin d'éviter la propagation du virus. Le Programme alimentaire mondial contribue à cet effort en fournissant de la nourriture aux personnes, afin qu'elles ne soient pas obligées d'aller au marché, d'aller faire les courses ou d'aller au champ. Et elles peuvent ainsi rester à la maison. La Guinée souffre économiquement de la fermeture de ses frontières à cause de l'épidémie de fièvre à Ebola dans le centre du pays où la pomme de terre est produite en grande quantité. Le marché s'est enfin effondré. Des champs de pommes de terre à perte de vue. Ici, à Timbi Madina, dans le centre de la Guinée, la patate est au cœur de l'économie locale. Mais l'épidémie d'Ebola a tout bouleversé. La fermeture des frontières avec les pays voisins empêche l'exportation des produits agricoles. Rien n'est envisagé pour l'ouverture des frontières et le marché intérieur n'est pas porteur, c'est le blocage partout. Donc jusqu'à quand on va stocker les produits au niveau de la plateforme et pour les vendre à quel prix dans l'avenir? Cette pomme de terre, appelée la belle de Guinée, a vu son prix s'effondrer depuis la propagation du virus Ebola dans le pays. Vendue en moyenne 50 centimes d'euros le kilo, la belle de Guinée ne vaut plus que 15 centimes. Un effondrement des cours qui sème le doute dans le secteur, contraignant certains producteurs à retarder la récolte. Les gens sont en train de... Ils traînent les pas encore pour la récolte. C'est ça aussi, sinon parfois vous pouvez venir ici, il n'y a même pas où rester ou s'asseoir. C'est plein de pommes de terre. Sur les marchés, même inquiétude, les commerçants perdent toute confiance en l'avenir. Ebola est une crise sanitaire mondiale, mais c'est aussi une crise économique. Le coût de production de la pomme de terre, c'est un peu élevé. Bon, on prend des crédits un peu partout. Si on perd tout ça, presque, c'est l'espoir qui est perdu. On a perdu beaucoup. Ça fait presque maintenant 4 mois comme ça, on fait courir inutile. On ne gagne pas maintenant. L'épidémie de fièvre Ebola a touché près de 14 000 personnes depuis le début de l'année, dont 5 000 sont mortes. La Banque mondiale a déjà débloqué un don de 31 millions de dollars au pays, une aide qui pourrait relancer la belle de Guinée. Au Portugal, à présent, ces temps de crise, l'heure est à l'innovation et à São João de Madeira, à quelques kilomètres de Porto, au Portugal, l'on a bien compris. La petite commune portugaise capitale de la chaussure s'est lancée dans un pari audacieux, il faut le souligner, faire apprendre le chinois à ses enfants. C'est un refrain bien connu, mais dans une langue peu habituelle. Ici, dans cette école de la petite ville portugaise de São João da Madeira, les élèves de primaire se sont tous mis à l'apprentissage du mandarin. Depuis 2 ans déjà, une expérience unique au Portugal, un pari audacieux qui en fait déjà rêver plus d'un. Quand on ira en Chine, on aura déjà une formation en chinois. Et comme ça, on n'aura pas de difficultés en arrivant là-bas. Ils ont tous entre 8 et 9 ans et la commune paye pour eux entre 60 et 70 euros pour un budget global annuel d'environ 40 000 euros. La mairie de São João, soutenue par le ministère de l'Éducation, veut croire à la réussite de cette expérience. São João da Madeira étant une ville industrielle à forte vocation d'exportation, nous avons compris que l'apprentissage du mandarin serait une plus-value pour notre population. La Chine étant le plus grand marché du monde, le pays qui domine le commerce international, avoir la clé qui nous donne la possibilité de nous ouvrir ce monde est un enjeu très important pour nos habitants. Oui, vraiment très important. Ce pari sur l'avenir, il a d'abord été fait pour l'industrie locale de la chaussure, dont São João est la capitale. Avec 21 millions d'euros d'exportation vers la Chine l'année dernière, un montant qui a triplé en 3 ans, les entrepreneurs locaux voient dans ce projet pilote une véritable aubaine. C'est excellent, car de la manière prometteuse dont les affaires se développent avec la Chine, on va avoir besoin de jeunes et de personnes formées au mandarin, qui pourront ensuite nous aider dans le domaine commercial. Prochain objectif, étendre chaque année le mandarin à un niveau supplémentaire jusqu'au bac. Et comme le dit le dicton asiatique, les professeurs ouvrent la porte, mais vous devez entrer par vous-même.
Nous terminons cette édition d'information par le sport. L'Afrique du Sud a perdu 3 grandes figures du sport et à cet effet, une cérémonie a été organisée pour rendre un vibrant hommage à ces disparus. Un vibrant hommage de toute l'Afrique du Sud à ces 3 grands sportifs tragiquement disparus ces derniers jours. Le capitaine de l'équipe nationale de football, le gardien Senzo Meyiwa, tué dimanche dans un cambriolage qui a mal tourné. Il avait 27 ans. Mbolaini Mulodzi, champion du monde du 800 mètres en 2009, décédé dans un accident de la route vendredi dernier à l'âge de 34 ans. La boxeuse Findil Memwelase qui a rendu l'âme ce mardi après 2 semaines de coma suite à un combat disputé début octobre. C'est une triste occasion, mais vous savez, je pense que nous devrions venir à nouveau tous ensemble. Voir les gens chanter de la sorte montre le respect qu'ils avaient pour Senzo. Nous célébrons aujourd'hui 3 vies fantastiques. Les propos du capitaine de l'équipe nationale de rugby, Jean De Villiers, reflètent l'état d'esprit qui animait les Sud-Africains lors de cette cérémonie à laquelle ont notamment assisté la veuve de Nelson Mandela et le ministre des Sports. Madame et Monsieur, ici pour enfin cette édition d'information, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bon week-end sur le Blessing Channel, que Dieu vous bénisse.